Au début, il y avait les ténèbres, et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. Des milliers de témoins affirment avoir vu des ovnis, et leurs déclarations sont souvent d'une similitude troublante. Une soucoupe s'est écrasée, ainsi que les corps des passagers. C'est une dissimulation du gouvernement. La plupart des scientifiques disent qu'il n'y a pas de preuves. Oh mon Dieu! Il y a un grand fossé entre un ovni et un vaisseau spatial extraterrestre. Si les ovnis sont vraiment des vaisseaux extraterrestres, quelle sorte de technologie hallucinante trouverions-nous sous le capot? Il faudrait un type de technologie capable d'annuler les effets de l'inertie. En matière d'objets volants non identifiés, avons-nous des preuves? Pour des millions de partisans, tout commence le 24 juin 1947. Un homme d'affaires et pilote vole dans son avion privé près du mont Rainier, dans l'État de Washington. Soudain, il voit un groupe de 9 objets volant à une vitesse incroyable. Ils étaient très réfléchissants. Ils volaient à une vitesse supersonique, en formation, et ils avaient de brusques changements de trajectoire. Cette vitesse était hors d'atteinte à l'époque. C'était avant les réacteurs et les avions supersoniques. Étant un pilote chevronné, il a effectué plusieurs manœuvres pour s'assurer que sa vision était bien réelle, qu'il ne s'agissait pas d'un effet atmosphérique. Il a changé l'inclinaison du nez de son appareil, son angle de vol. Il s'est même positionné de façon à voir ces objets sur le fond blanc de la neige. Et ils étaient d'une couleur sombre. Avant qu'Arnold ne puisse se rapprocher, les objets ont disparu. C'était un fait sans précédent dans les temps modernes. Personne n'avait jamais vu une telle chose. Dans les jours qui suivent, des journalistes déforment les propos d'Arnold, alors qu'il essaie de trouver une explication à cet incident. Il a dit qu'il se déplaçait comme des soucoupes qui ricocheraient sur l'eau. Le journaliste a mal noté les propos et a dit qu'il ressemblait à des soucoupes volantes. Le terme « soucoupe volante » est né. Et l'observation d'Arnold initie le phénomène moderne des ovnis. Des semaines plus tard, durant l'été 1947, probablement le plus célèbre incident parlant d'un objet volant non identifié est signalé près de Roswell, dans le Nouveau-Mexique. Roswell est devenu la tête d'affiche du phénomène des ovnis, car il y a tous les ingrédients nécessaires. Une soucoupe qui s'écrase et aussi les corps des passagers. Une dissimulation du gouvernement. Il y a eu de la désinformation de la part des autorités. Le rapport original de l'armée de l'air à l'époque disait qu'il s'agissait d'une soucoupe volante d'origine extraterrestre. Très rapidement ensuite, il a été démenti et la version officielle a dit qu'il s'agissait en fait d'un ballon-sonde qui s'était écrasé, qu'il n'y avait aucun occupant et qu'il n'y avait rien d'extraterrestre dans cet incident. D'autres témoins prétendent avoir vu de réels débris du vaisseau accidenté, des matériaux qui seraient inconnus de la science. L'observation d'Arnold et l'incident de Roswell ne sont jamais confirmés officiellement et restent tous deux très controversés. Chaque année, il y a en moyenne des milliers d'observations signalées, surtout dans le ciel, d'objets qui sont considérés de nature extraterrestre, de prétendus ovnis. Le nid est important, bien sûr. Il veut dire non identifié. Personnellement, j'ai vu une lumière brillante surgir à l'horizon et filer dans les nuages. Au sens strict du terme, c'était un ovni. Il y a un grand fossé entre un ovni et un vaisseau spatial extraterrestre. Des scientifiques affirment que la plupart des ovnis ont soit une origine terrestre, satellite, ballon et avion, soit une origine cosmique, météorite, comète, voire Vénus, une planète particulièrement brillante.
Mais quand une observation d'OVNI n'a aucune explication plausible, pourrait-il s'agir d'un vaisseau extraterrestre? Et si oui, quel genre de technologie expliquerait les comportements décrits par les témoins? Comment serait conçu un tel vaisseau? Et quels problèmes devrait-il surmonter? Les comportements des ovnis décrits par certains rapports dépassent nos connaissances actuelles en physique. Vitesse vertigineuse, accélération extrême, brusque changement de direction, des choses impossibles à faire pour nous sans causer des blessures mortelles au pilote ou la destruction du vaisseau. Des témoignages d'accélération hyper rapide, de virage à la vitesse de l'éclair et d'arrêt brusque semblent violer des lois connues de la physique. Les extraterrestres auraient-ils trouvé un moyen de contourner ces lois? Nous devons considérer ici le principe d'inertie. Ce principe, tout d'abord énoncé par Isaac Newton, dit que tout objet immobile ou en mouvement rectiligne uniforme garde son état tant qu'il est soumis à des forces qui se compensent. Alors, pour générer ce genre de changement d'inertie impensable, il faudrait soumettre un objet à une force colossale. Suivant cette logique, un pilote de chasse avoisinant la vitesse de la lumière et essayant de virer à 90 degrés à cette même vitesse encaisserait une force équivalente à 300 G. Le maximum qu'un pilote humain vêtu d'une combinaison pressurisée peut encaisser sans s'évanouir est de 10 G environ. Si sa physiologie était vaguement semblable à celle des humains, un pilote extraterrestre encaissant 300 G périrait sur le champ. Ses organes internes continueraient d'avancer et s'écraseraient sur son squelette. S'ils étaient nos semblables, ils s'injecteraient sans doute un fluide à effet corporel interne afin de régler le problème des organes se déplaçant dans le corps. Et cela pour éviter, tout en étant bien sanglés et bien protégés, toute blessure interne durant les phases d'accélération et de décélération. Pour annuler réellement les effets de l'inertie sur le vaisseau, les pilotes devraient avoir recours à une technologie inaccessible à notre science moderne. Afin d'annuler les effets d'un virage à 300 G et de ne pas être broyé par la force intense, il faudrait disposer d'une sorte de technologie ou d'appareil capable d'annuler les effets de l'inertie. Cet appareil devrait manipuler la gravité, recourir à une sorte de champ de force pour compenser les forces gravitationnelles qui régissent l'univers tout entier. Cet appareil, on pourrait l'activer et le désactiver manuellement, ou il s'activerait et se désactiverait automatiquement. C'est une technologie très avancée qui n'est pas envisageable pour nous. Mais si la science ne peut pas encore expliquer comment ces vaisseaux surmonteraient le problème mortel de l'inertie, peut-elle nous aider à expliquer leur forme? Surtout la plus célèbre de toutes, la soucoupe volante. À la fin des années 1950, l'armée de l'air américaine teste l'Avrocar. Mais ce prototype a d'énormes problèmes de stabilité. Son aérodynamique offre peu d'avantages. Et il prouve qu'un vaisseau en forme de soucoupe ne peut pas atteindre de grandes vitesses dans l'atmosphère de la Terre. L'aile Delta est de très loin une bien meilleure candidate. Un fait bien connu des concepteurs d'avions de chasse modernes. En fait, les observations d'OVNI décrivant des vaisseaux de forme triangulaire ont augmenté au cours des dernières décennies. Une tendance qui reflète l'émergence des chasseurs à voilure variable et même des ailes volantes, comme le bombardier furtif B-2 Spirit. Les formes observées ont changé au fil des ans, les plus récentes étant le plus souvent triangulaires. Alors, les récits des gens ont réellement tendance à refléter les avions les plus avancés de l'époque. Au-delà du mouvement et de la forme, toute tentative d'explication de la science des ovnis doit prendre en compte le facteur bruit, ou plutôt l'absence de bruit. Les rapports sur les ovnis prétendent constamment qu'ils se déplacent sans faire le moindre bruit. Dans presque toutes ces observations, c'est une règle, il n'y a aucun bruit. Bruit que l'on devrait entendre pour tout engin volant à grande vitesse dans l'atmosphère de la Terre. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a ce qui s'appelle un bang supersonique.
C'est une onde de choc spéciale qui se propage dans l'atmosphère et qui s'écoule derrière l'avion. Quand on est au sol, on entend cet énorme bang supersonique qui résulte de la différence de pression entre l'avant et l'arrière de l'appareil, tandis qu'il vole dans l'atmosphère. Un vaisseau alien pourrait-il, d'une façon ou d'une autre, annuler l'énorme onde de choc que génère une vitesse supersonique? La réponse réside peut-être dans la technologie en œuvre dans la dernière génération de casques audio à réducteur de bruit intégré. Il existe une technologie de réduction de bruit. On choisit un bruit nuisible que l'on souhaite ne pas entendre et on produit un signal artificiel inverse qui l'annule. Je ne connais aucune technologie capable de faire cela avec des ondes de choc. Annuler l'effet d'un bang supersonique qui déchire les tympans et secoue le corps demanderait sans doute une technologie très avancée. Et outre le bruit, que dire de l'invisibilité? Certains témoignages disent que les ovnis se volatilisent dans les airs tout simplement. Une technologie prometteuse en cours de développement pourrait expliquer un tel phénomène. Il y a une technologie qui pourrait modifier dans le futur la perception visuelle d'objets. C'est une technologie qui repose sur la déviation de la lumière grâce à des composites que l'on appelle des métamatériaux. Pour faire une analogie avec des films connus, pensez à la cape d'invisibilité des films de Harry Potter. Ces métamatériaux sont composés de substrats de polymère, d'or et de cuivre afin de forcer des lignes de champ magnétique à se courber autour d'un objet. La lumière est ainsi déviée autour de cet objet au lieu d'être réfléchie ou réfractée. Mais matériaux avancés, furtivité et maniabilité hors normes ne servent à rien si nos visiteurs sont incapables, en premier lieu, d'arriver sur Terre. Les chances que des aliens débarquent sur notre planète sont infimes. Mais au cas où, ça signifierait qu'ils ont résolu plein de problèmes, y compris en sciences des matériaux, pour lesquels nous n'avons pas de solution. Ils auraient une technologie bien plus avancée que la nôtre, peut-être même plus avancée que celle dont nous rêvons. Mais des scientifiques imaginent des technologies ingénieuses qui permettraient de surmonter le problème des distances apparemment infranchissables entre les étoiles. Notamment une source de propulsion tellement apocalyptique que nous verrions arriver des aliens à des années-lumière. Depuis des décennies, d'innombrables observations d'ovnis sont signalées dans les villes et les pays du monde entier. Mais ces observations ne proviennent pas toutes de la surface de la planète. Le 19 juillet 2009, les spectateurs d'une vidéo de la NASA, envoyée par la navette spatiale Endeavour, signalent un objet en forme de disque qui flotte au-dessus du bras mécanique de la navette. Des observations d'ovnis comme celle-ci se sont soi-disant produites dans l'espace à travers l'histoire de la conquête spatiale. S'agit-il d'un phénomène cosmique inconnu? Ou cela suggère-t-il la possibilité que d'immenses vaisseaux spatiaux extraterrestres croisent dans la Voie lactée? Le voyage à travers les étoiles, c'est un des fondements de la science-fiction, non? On le voit dans les séries télévisées, dans les films, mais pourrions-nous le faire? Ou des aliens pourraient-ils le faire? Les distances entre les étoiles sont vraiment gigantesques. La physique n'interdit pas le voyage interstellaire. On ne peut pas l'écarter et dire que c'est absolument impossible. C'est juste que c'est très, très difficile. Parcourir la distance séparant la Terre et Alpha Centauri, notre étoile voisine la plus proche à près de 4,5 années-lumière, n'est pas à la portée de nos fusées les plus puissantes. Si des aliens d'un lointain système stellaire arrivaient sur Terre, nous pouvons exclure le fait qu'ils voyageraient dans des fusées chimiques. Malgré l'impressionnante colonne de feu et de fumée que l'on voit au décollage d'Apollo, ces fusées-là ne vous emmènent pas bien loin dans le système solaire.
Pour vous donner une idée de ce que représente une telle distance, notre sonde spatiale la plus éloignée de la Terre est Voyager 1, lancée en 1977. Elle vole depuis 37 ans à plus de 61 000 km/h et vient tout juste de quitter le système solaire. Si sa destination était Alpha Centauri, il lui faudrait 56 000 ans pour atteindre le système stellaire le plus proche. Pour se lancer dans des missions interstellaires d'une durée s'accordant à l'échelle de la vie humaine, environ 50 ans, il nous faudrait multiplier notre vitesse de déplacement par au moins un facteur 1000. Des scientifiques ont calculé la vitesse étourdissante de la lumière, près de 300 000 km/s. Un vaisseau spatial parcourant la galaxie devrait atteindre un pourcentage significatif de cette vitesse, même pour rejoindre l'étoile la plus proche. Le plus gros obstacle est le poids. Une fusée à propulsion chimique s'accompagne d'un énorme excédent de poids, car elle doit embarquer tout le carburant nécessaire à son périple. Nous avons calculé que pour atteindre seulement 6% de la vitesse de la lumière avec une fusée chimique, il faudrait une masse de carburant plus élevée que la masse totale de l'univers. Nous savons donc qu'il est absolument impossible d'atteindre une autre étoile avec une fusée chimique. Si des extraterrestres nous rendent réellement visite, ils ont résolu ce problème au niveau de leur vaisseau. En 2011, NanoSail D2, satellite en orbite de la NASA, déploie pour la première fois une voile solaire dans l'espace. La voile ultra-fine de 10 mètres carrés utilise la lumière du Soleil ou la pression des photons comme moyen de propulsion. Une des limites immuables de la propulsion d'une fusée, c'est qu'elle doit embarquer son carburant. Une voile solaire peut profiter des ressources dispersées naturellement, c'est-à-dire des photons émis par le Soleil qui peuvent servir à la propulser. De la même manière, un deltaplane peut voler son carburant en e-moteur, simplement en tirant avantage des ressources naturelles de l'environnement, à savoir l'atmosphère et les lois de l'aérodynamique. Pour atteindre des vitesses suffisantes permettant de remorquer un vaisseau abritant des formes de vie, la voile devrait être immense, des centaines de kilomètres de diamètre. Et comme la pression des photons émis par une étoile décroît au fur et à mesure que la voile s'en éloigne, certains ont envisagé un rayon laser puissant pour fournir l'énergie à la voile. Hélas, ce deltaplane, comme tous les deltaplanes, doit à un moment ou un autre se poser. Mais une voile solaire, propulsée par l'énergie d'un rayon laser, pourrait certainement voyager dans les étoiles. Vitesse maximale d'une voile solaire, environ 10% de la vitesse de la lumière. Durée du voyage de la Terre à Alpha Centauri au moyen de photons générés par laser, environ 45 ans. Actuellement, la NASA et d'autres agences spatiales prévoient de lancer davantage de voiles solaires. Mais il existe d'autres moyens de propulsion plus puissants dans l'univers. Dans les années 60, une méthode de propulsion a été étudiée. Un vaisseau larguerait des charges explosives par l'arrière, et le souffle des explosions le ferait avancer. Le prototype s'appelait le projet Orion, et une série d'expériences avec des charges conventionnelles a été effectuée pour montrer que ça fonctionnerait. Le projet Orion, toutefois, était censé utiliser des charges nucléaires. Afin de simuler un système de propulsion du style Orion, Paul et Jim préparent une démonstration. Ils placent une petite charge explosive dans ce baril et nous allons l'envoyer à 15-20 mètres en l'air. Nous allons calculer l'énergie libérée par cette explosion et la comparer à celle d'une charge nucléaire qu'on trouverait sur un vaisseau Orion. Notre simulation de vaisseau spatial Orion est prête. Nous allons faire sauter la charge explosive, envoyer le baril en l'air et comparer le résultat avec l'énergie libérée par l'explosion d'une charge nucléaire typique qui serait utilisée sur un vaisseau Orion. Le vaisseau spatial Orion, étudié à Los Alamos à la fin des années 1950, propose la fission nucléaire comme moyen de propulsion.
La fission se produit lorsque le noyau d'un atome se divise en plusieurs nucléides, ce qui se traduit par l'émission de neutrons et le dégagement d'une énorme quantité d'énergie sous forme de rayons gamma. La charge explosive, placée dans ce baril de 16 kg, l'a propulsé à près de 18 mètres en l'air. Une petite charge nucléaire semblable à celle d'Hiroshima libérerait environ 27 millions de fois plus d'énergie. C'est clairement un moyen de propulsion pratique pour les voyages interplanétaires, voire interstellaires. À cause des énormes explosions que produirait une propulsion Orion, l'arrière du vaisseau spatial devrait être muni d'une épaisse plaque de métal qui absorberait la poussée des explosions et d'absorbeurs de choc pour éviter à l'équipage d'être secoué à chaque explosion. Vitesse maximale d'un vaisseau spatial propulsé par fission nucléaire, environ 5% de la vitesse de la lumière. Durée du voyage entre la Terre et Alpha Centauri, environ 90 ans. Malgré sa puissante source de propulsion, le vaisseau à fission est finalement plus lent que la voile solaire. Accélérer cette vitesse implique de se tourner vers une autre réaction nucléaire, plus intense. La fission nucléaire est bien connue et bien maîtrisée. Nous l'avons utilisée pendant longtemps pour produire de l'énergie. Mais il y a une autre source d'énergie, la fusion nucléaire. La fusion est la source d'énergie du Soleil. Dans le cœur du Soleil, les températures sont si élevées et les atomes se déplacent si vite qu'ils se percutent les uns les autres, créant de nouveaux éléments et libérant de l'énergie. Opposée de la fission, la fusion se produit lorsque deux noyaux fusionnent pour former un noyau unique, plus lourd. Il en résulte une énorme libération d'énergie. Un vaisseau spatial propulsé par fusion nucléaire est étudié dans les années 1970. C'est le projet Daedalus. Sa mission est d'atteindre l'étoile de Barnard, distante de 5,9 années-lumière. Au lieu de bombes nucléaires, le vaisseau a son système de propulsion par fusion à bord, dans une chambre de confinement. Le carburant d'un vaisseau de classe Daedalus consistait en des pastilles de mélange deutérium et d'hélium-3. Elles auraient été portées à fusion par ce que nous appelons des faisceaux d'électrons. Ce sont des électrons à très haut niveau d'énergie qui auraient percuté les pastilles de deutérium-hélium-3, entraînant leur fusion et le dégagement d'une énorme quantité d'énergie. Le concept de Daedalus exigeait de tirer 250 pastilles par seconde pendant plus de 2 ans. Le vaisseau spatial aurait pesé 55 000 tonnes, le carburant représentant l'essentiel du poids. L'excédent de poids d'un tel vaisseau serait élevé. Mais une civilisation avancée pourrait éliminer le problème en se ravitaillant en hydrogène durant son voyage stellaire. Le deutérium, ou hydrogène lourd, se trouve en abondance sur Terre, notamment dans l'eau de mer. Mais l'hélium-3 est un isotope plus rare. Dans notre système solaire, on peut en trouver sur la Lune et en vaste quantité sur Jupiter et Saturne. Des scientifiques ont proposé d'utiliser d'énormes collecteurs à hydrogène afin de se procurer l'hélium-3 nécessaire pour voyager dans le vide intersidéral. Il est donc concevable qu'un vaisseau propulsé par fusion nucléaire puisse se rendre dans un autre système stellaire et prendre de l'hydrogène disponible sur place pour faire le plein. Le vaisseau à propulsion nucléaire embarqué éviterait un énorme excédent de poids et atteindrait une vitesse qui permettrait l'exploration d'une étoile proche dans un intervalle de temps raisonnable. Vitesse maximale d'un vaisseau spatial propulsé par la fusion nucléaire, environ 15% de la vitesse de la lumière. Durée du voyage entre la Terre et Alpha Centauri, environ 35 ans. Les coûts faramineux, la logistique et même la politique envers les voyages spatiaux à propulsion nucléaire ont depuis longtemps conduit l'humanité à abandonner tous ces projets. Mais une société suffisamment avancée pourrait délaisser la propulsion nucléaire au profit de ce qui apparaît comme un impossible paradoxe. Voyager à la vitesse de la lumière sans se déplacer.
Les ovnis peuvent-ils atteindre les vitesses vertigineuses requises pour les voyages interstellaires? Une réponse potentielle était peut-être enfouie à 9 mètres sous terre, au cœur de l'Amérique. Au Tevatron, accélérateur de particules du Fermilab, aux abords de Chicago, dans l'Illinois. Filant presque à la vitesse de la lumière, des protons et des antiprotons étaient envoyés dans des directions opposées. Ils se heurtaient dans des collisions libérant d'énormes quantités d'énergie. L'impact produisait un rayonnement gamma, la plus puissante source d'énergie connue dans l'univers et la clé potentielle du voyage interstellaire. Le meilleur moyen de fabriquer de l'antimatière sur Terre est probablement d'employer la plus célèbre équation d'Einstein, E égale mc2, qui nous indique qu'avec une certaine quantité de matière, nous pouvons obtenir de l'énergie. C'est une grande idée, car elle est d'une efficacité incroyable. En gros, on prend toute la masse de ces particules et on la convertit en énergie. Mais comment l'antimatière peut-elle exister dans l'univers si elle doit être fabriquée artificiellement? C'est ce que nous demande Stephen H. de Philadelphie dans Questions sur l'univers. L'antimatière existe-t-elle? Et comment faire pour en obtenir? Stéphane, l'antimatière existe réellement. Et quand elle entre en contact avec la matière normale, ça produit une explosion et une émission de radiation magnétique. Nous pouvons produire de faibles quantités d'antimatière en laboratoire, ou nous pouvons aussi en collecter dans l'espace. Certains rayons cosmiques qui sont chargés, des particules à haut niveau d'énergie venant de l'espace, sont en fait de l'antimatière. Actuellement, les accélérateurs de particules constituent le seul moyen pratique de produire de l'antimatière. Ils en produisent de très faibles quantités. Si nous pouvions trouver un moyen de produire et stocker assez d'antimatière, nous aurions un carburant qui peut être stocké et qui, mélangé à de la matière ordinaire, libérerait une énorme quantité d'énergie à une cadence bien plus élevée que la fission ou la fusion. Comme nous savons que l'antimatière existe, et comme nous savons qu'elle peut être produite et stockée, il est concevable qu'une civilisation avancée puisse produire assez d'antimatière et maîtriser son pouvoir pour créer une fusée propulsée à l'antimatière. Un vaisseau propulsé par antimatière atteindrait des vitesses incroyables, juste en deçà de la vitesse de la lumière, rivalisant presque avec le rayonnement d'une étoile à travers la galaxie. Durée du voyage entre la Terre et Alpha Centauri, distante de 4,5 années-lumière, environ 5 ans. Sur le plan humain, produire assez de particules d'antimatière pour propulser un tel vaisseau spatial aurait un coût astronomique. Il serait peut-être abordable pour des aliens, mais le prix à payer pour ce vaisseau serait effroyable. Les rayons gamma générés par la propulsion à antimatière sont extrêmement dangereux. Ils pourraient détruire la structure cellulaire de tout être vivant à bord. Le vaisseau devrait comporter un mécanisme de protection évolué pour garder l'équipage en vie. Et à des vitesses aussi grandes, il existe des menaces destructrices dans l'univers. L'espace est plutôt vide, mais si on se déplaçait à une vitesse approchant celle de la lumière, il faudrait un genre de bouclier de protection très efficace pour se protéger des particules de poussière qui risqueraient d'anéantir un vaisseau allant aussi vite. Mais si les débris de l'espace sont aussi dangereux, pourquoi ne pas les éviter complètement? La solution devrait être familière aux fans de Star Trek, à savoir un vaisseau spatial atteignant la vitesse de la lumière sans même se déplacer. En fait, il faudrait créer ce que l'on appelle une bulle de distorsion. Le nom sort tout droit de la science-fiction. Cela impliquerait de contracter une zone d'espace-temps devant le vaisseau et d'allonger une zone d'espace-temps derrière le vaisseau pendant que le vaisseau resterait immobile à l'intérieur de cette bulle. Cela reviendrait à surfer sur une vague d'espace-temps. Une propulsion par distorsion s'apparente à de la pure science-fiction. Mais en 1994, un jeune physicien très respecté, nommé Miguel Alcubierre, publie un travail sérieux sur la façon de voyager dans une distorsion contrôlable de l'espace.
La solution du voyage dans une bulle de distorsion d'Alcubierre se heurte à de sérieux obstacles. Le plus gros s'appelle l'énergie sombre, un phénomène cosmique reconnu en 2011 lorsque 3 scientifiques remportent le prix Nobel pour avoir prouvé son existence. L'explication la plus simple proposée pour le phénomène de l'énergie sombre, c'est que l'univers a la propriété intrinsèque d'être en expansion. Nous pouvons le constater en regardant des parties de l'univers qui s'éloignent et voir que l'énergie sombre est responsable de l'accélération de cette expansion. Mais ce n'est pas une source d'énergie que l'on peut conserver, comme l'énergie solaire ou d'autres types d'énergie. Et donc, il n'est pas inconcevable. Il entre dans le domaine du possible qu'une civilisation avancée existant quelque part dans l'univers ait appris comment maîtriser l'énergie sombre pour créer une forme insolite de propulsion. Un autre obstacle empêche la propulsion par distorsion. Le seul moyen connu de faire avancer un vaisseau spatial dans une bulle de distorsion exigerait de contrôler l'énergie intense d'un trou noir. Pour vous dire simplement, il faudrait arriver à obtenir un peu de matière très concentrée, extrêmement concentrée, à un niveau qui créerait un trou noir. Si on peut générer un trou noir à petite échelle, pour ainsi dire, on pourrait le placer devant le vaisseau et utiliser la distorsion qu'il produirait pour, en quelque sorte, tracter le vaisseau. Et à quelle vitesse exactement la distorsion propulserait-elle un vaisseau extraterrestre? Le travail d'Alcubierre implique clairement qu'il serait possible, si on arrive à concevoir cette propulsion à distorsion, d'atteindre la vitesse de la lumière, voire plusieurs fois la vitesse de la lumière. Durée du voyage entre la Terre et Alpha Centauri à bord d'un vaisseau filant à la vitesse de la lumière dans une bulle de distorsion, environ 4 ans et demi ou moins, si l'équipage ne finit pas carbonisé avant. Un problème avec la propulsion d'Alcubierre, c'est que dans la bulle de distorsion, les températures seraient plus élevées qu'au cœur du Soleil. Ça fait chaud. Juste un dernier petit problème à régler pour avoir une chance d'arriver sur Terre. Qu'adviendrait-il si un tel vaisseau spatial alien pénétrait dans l'atmosphère terrestre, dans une bulle de distorsion et tracté par un trou noir? Ce ne serait sans doute pas la première observation d'OVNI de masse, mais probablement la dernière. « 13 mars 1997. Des milliers de personnes voient un phénomène optique qui dérive dans le ciel d'Arizona. Des rapports qui signalent des lumières formant différents schémas géométriques à flux, ainsi que de nombreuses observations, au-dessus de Phoenix, d'un vaisseau de plus d'1 kilomètre de large, dont les lumières clignotent selon une séquence précise. Pour expliquer les événements de ce soir-là, les lumières dans le ciel de Phoenix étaient certainement des leurres thermiques, larguées par un avion de l'armée, associées à la propension humaine à imaginer une forme qui les relie. C'est l'explication la plus plausible des lumières de Phoenix. Beaucoup pensent que l'incident des lumières de Phoenix est la preuve tangible qu'un immense vaisseau extraterrestre est arrivé. Certains l'appellent même un vaisseau-mère. Le rôle d'un vaisseau-mère alien est fondamental dans les théories de visiteurs extraterrestres. C'est le seul moyen de parcourir les vastes distances de l'espace interstellaire. Je pense que le terme « vaisseau-mère » est apparu presque en même temps que le terme « soucoupe volante ». Il illustre la notion universelle voulant qu'on ne puisse pas voyager dans les étoiles avec un vaisseau à taille humaine. Il faut disposer d'un vaisseau gigantesque. Une analogie terrestre pertinente avec un vaisseau-mère, c'est le porte-avions. Un porte-avions parcourt de grandes distances sur l'océan, mais son rôle est de transporter des avions qui peuvent décoller et s'engager dans toute mission qui leur est assignée. Si le voyage vers la Terre est long, de l'ordre de plusieurs siècles ou millénaires, le vaisseau-mère serait bien plus qu'un simple transporteur.
Il y a le vaisseau générationnel, ou arche spatiale, qui est un vaisseau géant, pour l'essentiel une sorte d'écosystème dans lequel des générations de passagers naissent, vieillissent et meurent durant le long voyage qu'il faut au vaisseau pour atteindre sa destination. Peut-être qu'avec une technologie comme la biostase, des passagers biologiques aliens pourraient être mis en sommeil et réveillés au terme du long voyage. Survivre à un tel périple signifierait aussi survivre à l'énergie destructrice propulsant le vaisseau. Solution logique de conception, un vaisseau mère en forme de cigare est la description précise que donnent la plupart des gens signalant un ovni. Avec n'importe quel système de propulsion avancé, on voudrait placer l'équipage le plus loin possible du moteur à énergie. Une conception possible serait une forme très allongée et très fine, le moteur situé à une extrémité du vaisseau, et un ensemble de poutres le reliant au quartier de l'équipage le plus loin possible, afin d'éviter des lésions liées aux neutrons à haut niveau d'énergie, aux rayons X ou aux rayons gamma du système de propulsion. Si une telle arche spatiale était en réalité venue sur Terre, nous en aurions la preuve accablante et irréfutable. Ces technologies insolites de propulsion ont toutes une chose en commun. Elles irradient d'énormes quantités d'énergie. Et donc nous verrions arriver un vaisseau, comme un phare sur la côte, à des années-lumière parfois. L'émission concentrée de rayons X, de rayons gamma ou de particules subatomiques serait suspecte, car nous ne voyons pas cela dans notre environnement dans des circonstances normales. Au-delà de la preuve visuelle évidente, l'effet physique d'un vaisseau mère s'approchant aussi près de la Terre pourrait prendre la forme d'une terrifiante apocalypse. Si pour une raison quelconque, cette technologie ou ces extraterrestres ne pouvaient éteindre le moteur, ce serait catastrophique pour la vie sur Terre, car nous serions bombardés de neutrons à haut niveau d'énergie, de rayons X et de rayons gamma. S'il s'agit d'une version de la propulsion à distorsion, alors nous parlons de distorsion de l'espace-temps. Et mieux vaudrait ne pas trop s'approcher d'une énorme masse, y compris d'une planète. Des scénarios aussi catastrophiques sous-entendraient que des visiteurs aliens sont prêts à risquer leur vie dans un voyage interstellaire. Mais il y a peut-être un meilleur moyen. Ils pourraient rester chez eux et explorer l'espace à l'aide de machines pensantes. Pour beaucoup d'ardents partisans du phénomène des ovnis, l'événement de Roswell au Nouveau-Mexique durant l'été 1947 est une rencontre extraterrestre primordiale dans l'histoire humaine. Dans la culture populaire, le détail qui demeure du prétendu crash provient de la description des corps extraterrestres retrouvés sur les lieux. Lors des décennies qui suivent, cette vision de l'alien, le petit gris, devient le standard reconnu de la science-fiction et des signalements récurrents de rencontres avec des aliens. La tête démesurée explique peut-être un trait attendu de la biologie alienne, une intelligence supérieure. Le crâne plus grand renfermerait un cerveau plus gros et plus évolué que le nôtre. Maîtriser les énormes épreuves du voyage interstellaire demande certainement une intelligence supérieure. Mais cela exige-t-il autre chose que n'ont pas les organismes biologiques? Un domaine où la science-fiction fait peut-être une grosse erreur, c'est d'imaginer que les aliens sont biologiques, qu'ils sont des êtres vivants. Je pense que les possibilités concernant les types d'organismes qui pourraient voyager dans les étoiles sont très ouvertes. Une possibilité, qui apparaît parfois en science-fiction, est celle de machines intelligentes. Selon une récente équation appelée la loi de Moore, le nombre de transistors dans un microprocesseur double tous les 18 mois, ce qui signifie que les ordinateurs sont 2 fois plus rapides. Cette tendance dure depuis plus d'un demi-siècle et devrait se poursuivre jusqu'en 2020 ou au-delà.
L'explosion exponentielle de la vitesse d'exécution des ordinateurs ouvre la porte à un cliché de la science-fiction, l'intelligence artificielle. Alors si on invente une machine qui pense, 100 ans plus tard, cette machine n'est pas seulement plus intelligente que vous, elle est plus intelligente que tous les humains ayant vécu. Voilà la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. L'intelligence artificielle peut évoluer bien plus vite. Mais je pense que la forme d'intelligence artificielle que nous trouvons à la fois menaçante et prometteuse est le type d'intelligence artificielle qui pourrait faire ce que font nos cerveaux, qui pourrait penser comme nous. Au centre d'intelligence artificielle de l'université de Stanford, un futur peuplé de machines réellement intelligentes se profile rapidement. Certains obstacles sont difficiles à surmonter au niveau de l'intelligence artificielle. Primo, nous ne savons pas vraiment comment amener les ordinateurs à apprendre aussi efficacement que les humains. Les ordinateurs actuels ne sont pas assez rapides pour simuler le processus d'apprentissage qui prend place dans le cerveau humain. Pour illustrer le premier stade de l'intelligence artificielle, des étudiants de Stanford ont conçu un robot combattant, robot qui essaie d'apprendre au fur et à mesure des combats. Maintenant, il essaie de se défendre par lui-même. Il réagit donc à vos mouvements. Selon la façon dont vous maniez votre épée, le robot va s'adapter à votre geste et à votre comportement. Quelle est l'importance de ce type de robot sur la voie de la véritable intelligence artificielle, Thorsten? Nous prenons des méthodes d'intelligence artificielle, comme des méthodes d'apprentissage, pour les adapter à l'environnement du robot. Mais nous n'en sommes pas encore au stade où le robot pense vraiment. Les ordinateurs actuels sont bien moins intelligents que la plupart des humains. Mais dans le futur, je pense que les ordinateurs pourraient finalement égaler, voire surpasser l'intelligence humaine. Et si c'est le cas, imaginons que nous ayons tous un ordinateur dans notre portefeuille ou dans notre portable. À quel point cela changerait-il la civilisation? Et quelles choses fabuleuses pourrions-nous alors faire? En l'état actuel des choses sur Terre, le robot qui se défend tout seul est une analogie grossière avec le type de machine intelligente capable de piloter un vaisseau dans l'espace. Les immenses obstacles du voyage spatial, notamment l'échelle de temps et les dangers cosmiques, donnent cependant à penser qu'une génération de machines intelligentes établira le premier contact. Honnêtement, si voyager à travers les étoiles arrive vraiment, il semble raisonnable de ne pas envoyer de créatures biologiques. Elles sont fragiles, elles ont une durée de vie limitée. Comme la NASA envoie des sondes spatiales explorer le système solaire avant d'envoyer des humains, notre premier contact avec des aliens arrivera peut-être par une sonde. Créatures biologiques ou super IA? Notre vision d'un extraterrestre ne restera que spéculation jusqu'à ce que le premier contact se produise. Mais combien de temps allons-nous attendre? Et malgré l'existence de preuves tangibles, quelle est la probabilité de l'existence d'une autre civilisation intelligente? Certains pensent qu'il y a de grandes chances que l'univers bourdonne de vie. La galaxie existe depuis très longtemps. Le système solaire est là depuis bien longtemps aussi, mais la galaxie depuis plus longtemps. Et ces étoiles sont pour la plupart plus vieilles que notre Soleil ou notre système solaire. Alors il est possible que si d'autres civilisations existent, elles existent depuis plus longtemps que nous. Si elles existent depuis 100 000 ans, disons, il est fort possible qu'elles aient appris à communiquer à travers l'espace, voire à voyager dans les étoiles. Jusqu'à ce qu'un premier contact ait lieu, l'humanité va continuer à voir des ovnis dans le ciel. Aucun n'a été reconnu comme vaisseau extraterrestre jusqu'à présent. Mais cela n'écarte pas la possibilité que l'humanité découvre un jour la preuve d'une autre civilisation intelligente, soit dans l'espace lointain, soit plus près de notre planète.